Le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO donc, s'est achevé dimanche dernier dans la soirée. L'organisation demande la libération avant le 1er janvier des 46 mercenaires ivoiriens détenus au Mali. Eh bien, comprenez-vous cette prise de position de l'organisation sous-régionale? La CEDEAO annonce par la même occasion la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel. Eh bien, quelle lecture vous en faites? On en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média et pour cette première édition de la semaine, nous parlons de la CEDEAO en rapport avec le Mali et plusieurs autres pays de la sous-région, puisque l'organisation sous-régionale demande la libération avant le 1er janvier des 46 mercenaires ivoiriens détenus depuis un peu plus de 4 mois du côté de Bamako. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Comment vous appréciez cette prise de position justement de l'organisation sous-régionale? Eh bien, c'est une question que l'on vous pose et vos réponses sont les bienvenues dans le cadre de cette émission, puisque vous nous suivez d'un peu partout. 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Eh bien, les satellites Eutelsat et Amos vous accueillent sur votre petit écran et pendant ce temps, donc on télécharge l'application Foyo Média Africa sur Play Store et vous autres, vous nous suivez sur le live Facebook et YouTube et tout cela nous honore. Jonathan Batengene, notre consultant permanent, est avec nous pour cette première édition de la semaine. Joe, bonsoir. Bonsoir, Bachir Mohamed, c'est toujours un plaisir. Et encore félicitations au jeune Bachir qui est là. Espérons qu'il s'appellera, il aura un prénom ou Younous ou Jonathan. On réfléchit encore. On verra. Donc, surtout félicitations aussi Merci, à la maman qui a commis ce geste avec beaucoup de courage et de brio. Bonsoir à tous les techniciens, M. Son Yannick, M. Foukoun, M. Foukou et M. Abolo, M. Signé Pierre, nous ne l'oublions pas. Balougui, Il y Rita. a aussi, Voilà. oui, Madame Rita Balougui. Et tout le personnel Foyo Média qui, tous les jours, se bat pour que vous ayez cette qualité d'image. Nous sommes en Afrique au sud du Sahara, les gens peut-être ne le savent pas. Et contrairement à la stigmatisation, à ce que la stigmatisation a produit comme image négative de cette partie du monde, nous sommes en train de produire des émissions de qualité et c'est ce personnel-là dévoué qui le réalise. Bonsoir à la direction générale des autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Nous saluons ainsi le sacrifice et nous nous inclinons devant la mémoire de tous les combattants des armées africaines qui se battent de manière républicaine pour la sauvegarde de nos territoires et la préservation de la paix sociale dans nos pays. Nous adressons également nos condoléances à toutes les familles endeuillées du fait du terrorisme dans le Sahel et partout en Afrique. Nous saluons également particulièrement les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui s'entêtent à rentrer dans un bras de fer avec les panafricanistes. Tenons à leur rappeler que c'est un combat contre leur propre population. Et nous savons que parmi eux, il y a un qui s'illustre particulièrement par la forfaiture. Le despote dictateur sanguinaire de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, qui détient notre sœur Edith Puchéry-Ballet dans ses geôles. Injustement, notre sœur est innocente. Nous clamons son innocence. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai, car Puchéry est une grande dame.
C'est grâce à elle qu'il y a eu augmentation salariale en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Et c'est grâce à elle que le combat contre la forfaiture du 3e mandat a été lancé. Nous demandons à toutes les parties, à tous les leaders de Côte d'Ivoire de soutenir notre sœur Edith Puchéry-Balair. Elle est digne de mener ce combat. Elle a déjà prouvé, elle a été à la hauteur des ambitions panafricaines et africaines. Il faut la soutenir, tous les grands leaders, le président Laurent Koudou-Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, la maman, Madame Simone Veil-Gbagbo, et tous les autres leaders de bonne foi qui sont convaincus qu'ils se battent pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Soutenir le combat de Edith Puchéry-Balair. Notre sœur, disons, courage, courage, sois forte. Bientôt tu seras libre comme ton pays, comme ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci Jonathan Batengeni. Eh bien, nous enchaînons dans cet exercice de politesse avec Okosisi Baba Nicolo qui est avec nous. Okosisi, bonsoir. D'accord, petit souci avec la ligne d'Okosisi, on y retournera tout à l'heure et certainement on retrouvera aussi notre ami le général Issa Diawara dès que possible. Jonathan Batengeni, allons-y donc avec vous. L'organisation sous-régionale CEDEAO demande la libération avant le 1er janvier des 46 mercenaires ivoiriens détenus au Mali depuis 4 mois. Quelle lecture? Les choses se précisent de plus en plus. La lecture qu'il faut faire, c'est la CEDEAO des peuples et la CEDEAO des élites entreront-elles en conflit? C'est la grande interrogation. Ces chefs d'État viennent de signer un arrêt de mort de l'organisation élitiste qui s'appelle la CEDEAO. Dans la mesure où c'est un chantage, ou du moins c'est un sursis qui compte désormais comme étant le temps que les peuples pourront encore supporter cette imposture à la tête de leurs États. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est adopter une décision courageuse du point de vue de leur soutien rabbinique vis-à-vis des puissances extérieures, mais surtout très audacieuse parce qu'ils ont dégainé une grenade sous le siège où ils sont assis. Et cette grenade n'a pour autre nom que la CEDEAO des peuples. La CEDEAO des peuples, c'est cette CEDEAO qu'on a vue au mois de février, lorsque l'embargo a été décrété contre le Mali. On a vu ces peuples partir du Sénégal pour Bamako. On a vu ces peuples empêcher la pratique de l'embargo à la frontière ivoirienne. On a vu ces peuples se mobiliser pour que le Burkina n'entre pas dans cette situation d'embargo. On a vu ces peuples au niveau de la Guinée-Conakry. On a vu ces peuples mobilisés de partout en Afrique de l'Ouest. Oui. Et ces peuples ont déjà montré de manière claire qu'ils ont la capacité de renverser la vapeur avec la CEDEAO des élites. Et la CEDEAO des élites, qui est en fait la CEDEAO des larbins, cette organisation qui est essentiellement au service de la mafia internationale de l'impérialisme occidental, cette CEDEAO, sentant que ses jours sont comptés parce qu'il y a de cela quelques jours, les forces spéciales françaises sont venues en renfort de tout leur dispositif sécuritaire en Côte d'Ivoire parce qu'elles savent que M. Ouattara sera renversé. Ce n'est qu'une question de jours, il sera renversé. Le pouvoir va changer, il va revenir aux mains du peuple. C'est irréversible. Si M. Ouattara nous écoute, qu'il le sache, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Il est illégitime dans cette position, donc il va laisser le fauteuil à celui qui le mérite vraiment, et il sait qui le mérite vraiment. Donc, cette CEDEAO élitiste, cette CEDEAO des larbins, sentant qu'il y a désormais une pression forte, la réponse qui a été faite à M. Sylvain Ité, l'ambassadeur voyou de France
Excusez hein, si j'utilise le concept de voyou. Oui, c'est que votre plateau il est très sérieux. Mais le mot il est fort. Oui, mais un ambassadeur qui va aller donner les coups de poing à quelqu'un qui lui... Il ne l'a pas fait, heureusement. Il ne l'a pas fait. Donc, voilà. J'ai la faiblesse de vouloir sourire parce que on l'a tous vu aller bagarrer. Sylvain il était prêt à retrousser les manches. Il est descendu, surtout qu'il avait mis un jean. On se demande bien pourquoi un ambassadeur ne s'habille pas costume normal comme on les a souvent vus, très élégants. Ils aiment dire que la France est le pays de la culture. Oui. Donc pourquoi il n'a pas été très élégant? Mais il est quand même descendu, se comportant comme des jeunes de Barbès, des jeunes de quartier malfamé, pour certainement résoudre le problème par les coups de poing, comme si on était dans un ring de MMA, avec le jeune Nigérien, notre frère, notre grand frère, qui a fait œuvre de courage. On a vu au niveau du Burkina, un chef d'État illégitime, un président, un lieutenant-colonel qui s'est montré opportuniste, a saisi l'opportunité d'un coup d'État pour se hisser en consommateur numéro 1 des champagnes, et oubliant que ses soldats étaient attaqués. Je ne veux pas nommer M. Damiba, et qui s'acoquinait de l'ambassadeur de France à Ouagadougou, M. Luc Alade, qui, dans toute la fierté de l'imposture, est allé faire des déclarations malencontreuses et malheureuses qui ont valu une montée en puissance du mouvement social et a abouti au renversement de la junte au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons, Dieu merci, un coup d'État salutaire avec le jeune et digne président Ibrahim Traoré qui abat un travail d'orfèvre à qui nous disons du courage. Donc quand vous voyez Sylvain Ité qui va chercher des bagarres au Niger, quand vous voyez Luc Alade qui injurie les gens dans les chaînes de télé au niveau de la jeune française en débandade en Afrique de l'Ouest, vous voyez qu'ils amènent les plus gros navires de guerre en Côte d'Ivoire pour sécuriser Ouattara alors qu'il y a une armée, une gendarmerie et tout. Et même 4000 soldats du 41e Bima, vous comprenez que la jeune française est en pleine débandade. Il leur reste quelque chose. Comme nous le disions pour vendredi dernier, c'est une mafia qui ne raisonne qu'avec la violence. Ils se souviennent que leur meilleure méthode par laquelle ils se sont imposés en Afrique, c'est la violence. C'est la guerre, le crime et le banditisme. Maintenant, ils sont en train de faire une déclaration de guerre au Mali. Ils disent, on vous donne 1 mois. Oui. Si dans 1 mois, vous n'avez pas relâché les mercenaires, parce qu'il y a 30 légionnaires français qui sont en prison. Ça fait honte à Macron qu'on le sache. Il nous a toujours présenté l'armée française comme étant la foudre de guerre, le tonnerre de Zeus. C'est pourquoi ils ont amené le tonnerre là-bas. Ils ont toujours présenté que c'était le tonnerre de Zeus, qu'ils allaient éradiquer les Africains si jamais on s'amusait avec leurs soldats. Mais leurs 30 soldats sont donc en prison au Mali. C'est connu de tous. Monsieur Macron, il ne faut pas vous gêner. Et puis, ils n'étaient pas de simples touristes. Ils sont venus avec leurs armes eux-mêmes et se sont fait prendre comme de vulgaires voyous. Maintenant, ils méditent leur sort dans une prison à Bamako. Avec donc tout ça, ils sont revenus à leur vieille méthode, les bonnes vieilles méthodes, la guerre, la fioriture, le banditisme, la criminalité, qui sont, somme toute, les caractéristiques d'une mafia organisée. Oui. Et cette mafia, qui a ses représentants, les larbins, ignore quelque chose. Si un coup de canon était tiré sur Bamako, Bamako se défendra. Mais pas seulement Bamako. Parce qu'on croit que la réponse de Bamako, ça sera Bamako qui va tirer sur Abidjan. La réponse de Bamako va commencer à Abidjan. C'est-à-dire que le peuple ivoirien, le peuple malien, la diaspora là, ils vont se mélanger. Et les Français vont défendre leur base militaire. Parce qu'on va d'abord prendre le 41e Bima. Il faut le dire aux Français.
On va prendre ça. Ils peuvent se gêner. On va prendre. C'est notre territoire. C'est pas chez eux. Il y a une belle vidéo des Ivoiriens qui rappelait cela aux Français. On va récupérer le 41e Bima. On va capturer M. Ouattara. On va le juger. Allez, vous aussi. Non. Il faut qu'il sache. Vous semblez proférer des menaces sur nos ancêtres. Non, il n'y a pas de menace. Mais nous disons juste que les panafricanistes et les peuples convaincus, la CEDEAO des peuples, souvenez-vous, Bachir, mon propos introductif était très clair. J'ai dit qu'ils ont eux-mêmes dégainé la grenade sous leur siège. Et je vous ai dit que la grenade, c'est le peuple. Quand vous dégainez une grenade sous votre chaise, qu'est-ce qui se passe? Elle va vous décapiter, vous déchiqueter. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Bazoum, au niveau du Niger, il est illégitime, c'est connu. Mais même son peuple attend l'opportunité. Si c'est lui qui va même ouvrir la guerre, le peuple va dire, mais attends, on attendait ça depuis. Monsieur, et je parle de choses que vous savez, ça c'est, le peuple attend de manifester. Le 9 octobre dernier, les Nigériens projetaient une marche qui a été interdite. En novembre dernier, ils ont projeté une autre marche qui a été interdite. Vous croyez que ce peuple-là, qu'est-ce qu'ils attendent? La petite opportunité. Et la CEDEAO va la leur donner. L'autre, Macky Sall. Ah, là-bas, on sait que le climat social est très bien. Le climat social est déjà bien constitué. Lui aussi donnera une belle opportunité à son peuple de lui régler ses comptes. Et le grand message, c'est à tous les étrangers qui sont sur le territoire africain. Les États-Unis, la France, les Européens avec les Takuba, les noms extraordinaires que vous donnez à vos missions de guerre, là, ça ne fait pas peur aux Africains. Le premier coup de canon qui sera tiré sur le Mali, la communauté panafricaniste sera mobilisée. Nous, panafricanistes, nous disons toujours, et je reprends un téléspectateur, parce qu'il ne faut pas que vous disiez que Bachir, je suis en train de provoquer. Jean Sarpognou qui dit toujours une chose, c'est un aîné, il dit, nous sommes en guerre. Il rappelle cela, nous sommes en guerre. Jean Sarpognou que nous saluons d'ailleurs. Voilà. On va nous retrouver d'un moment à l'autre. Si Jean dit que nous sommes en guerre, et que jusqu'à présent notre guerre reste une guerre communicationnelle, Bachir, ça doit être un indicateur. Nous répétons encore. Les peuples là n'attendent que la petite étincelle. L'Afrique de l'Ouest sera mise au pas. Ils vont nous aider à régler l'Afrique de l'Ouest. Parce que là, on va chasser les États-Unis avec leurs bases au Niger. On va chasser la France avec ses bases partout. Peut-être même le Tchad. Parce que dans le Kafouya, vous savez ce qui se passe en Afrique. Dans le Kafouya, quand vous donnez l'opportunité aux Africains de faire un peu de désordre, mais vous surprenez à voir ce qu'ils ont fait. On va les dépouiller de tout ce qu'ils ont posé en Afrique. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Nous considérons que c'est une très bonne nouvelle. Enfin, la guerre que nous attendions semble se dessiner. Nous leur disons simplement, il faut tenir parole. En tout cas, on ne va pas souhaiter la guerre, très cher Batenguine, mais je vous comprends certainement dans vos analyses. Allons donc retrouver Issa Diawara, le général qui nous a rejoint. Issa Diawara, bonsoir, en direct de Kati, où vous nous suivez, c'est au Mali naturellement. Nous parlons de votre pays avec cette décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui donne un ultimatum finalement aux autorités maliennes en ce qui concerne les 46 mercenaires arrêtés depuis 4 mois. Quelle est votre lecture de cette décision des chefs d'État? Ok, merci. Permettez-moi de vous saluer, M. Bachir. Merci. Pour l'invitation et de saluer toute votre équipe. J'ai mon ami et frère au plateau là-bas, Jonathan Batenguene. Il a mes salutations évidemment. Maintenant, ce que je pense de cet ultimatum de la CEDEAO, d'abord, depuis que le peuple malien a pris le pouvoir, le peuple africain du Mali a pris le pouvoir, le peuple panafricain a pris le pouvoir au Mali, on n'est jamais sorti des ultimatums de la CEDEAO et de la France. Il y a toujours eu des ultimatums. Peut-être cette fois-ci, ils ont donné. Il a aussi organisé
que la France n'attaquera jamais, la France n'attaquera jamais un pays africain avec des chars et des militaires français comme beaucoup le pensent. C'est avec bien sûr des Noirs, des gens comme nous. C'est toujours en cours, cela a commencé il y a longtemps. Les terroristes là sont dans leur grande majorité des Noirs. Comme nous, ce sont des Africains comme nous dans leur grande majorité. Maintenant, je retiens 3 points de ce ultimatum de la CEDEAO. Le premier point, c'est pourquoi séparer les 3 pays, c'est-à-dire séparer le Mali de la Guinée et bien sûr du Burkina. C'est une stratégie, un logiciel de la pénétration coloniale. N'oubliez pas que lors de la pénétration coloniale, les Blancs faisaient signer des traités de paix, le colon blanc, je parle bien sûr du colon, du traité de paix au fur et à mesure qu'il avançait avec certains peuples. À l'époque, on n'avait pas compris ces envahisseurs. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi en 2022, des laquins comme les Ouattara, les Bazoum, les Ambalo Sissoko sont dans la même erreur. Deuxièmement, ce qu'il faudrait voir, c'est pourquoi cet ultimatum en ce moment, cet ultimatum traduit surtout l'incapacité de M. Ouattara à faire face au Mali dans un conflit bilatéral. Donc il appelait au secours la CEDEAO et l'ONU et tout le monde. Donc Ouattara, Ouattara à Goïta, Ouattara ne fait pas le poids, c'est pas un garçon. Donc il appelait au secours tout le monde. Et il faudrait voir aussi, c'est une façon pour Ouattara de dire que la merde qui se passe avec ces mercenaires, en tout cas, c'est dans quoi il s'est foutu. En réalité, ce n'est pas une question qui concerne seulement la Côte d'Ivoire. C'est toute la CEDEAO qui est derrière ce complot, peut-être une grande partie de la CEDEAO et bien sûr une grande partie de la France. C'est une façon de dire cela aussi. Et c'est aussi le résultat des coups de fil, des Bazoum, des voyages, des Ouattara, des Macky Sall, Ambalo. Toute cette manœuvre aboutit bien sûr à cet ultimatum. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est la nature des sanctions, Bachir. Je vais terminer par là. La nature des sanctions, c'est voir qu'est-ce qu'ils peuvent. Je pense plutôt à des sanctions ciblées, c'est-à-dire sur des personnalités. Je pense que c'est des sanctions pour pousser le Mali encore à des discussions. Je ne crois pas que ce seront des sanctions comme des sanctions de grande envergure. C'est des sanctions pour contraindre le Mali à des discussions. Maintenant, il faudrait voir aussi la réponse du Mali et voir peut-être une réponse conjointe du Mali et du Burkina dans ce dossier. Merci. Je ne sais pas si nous sommes déjà en liaison avec Okosisi Baba Nicolo. La régie, est-ce que nous avons Okosisi? D'accord, on y retournera tout à l'heure. Issa Diawara, je voulais rester un tout petit peu avec vous, justement. Alors, jusqu'ici, les autorités de Bamako n'ont pas encore réagi à ce communiqué final du 62e sommet de la CEDEAO. Alors, de ce côté-là, que pensent justement les autorités? Pour le moment, c'est très tôt de dire ce qu'ils pensent, mais nous pouvons analyser un peu leur démarche. Et comme dans leur habitude, ils sont très patients. N'oubliez pas que vous avez affaire à des militaires super entraînés, des stratèges faits, des gens qui ont fait des écoles de guerre en Russie et dans d'autres pays, des gens qui ont connu la guerre sur le terrain. Ils sont très patients. Je pense que les autorités du Mali vont rejeter sans surprise les conclusions, en tout cas les décisions de ce sommet de la CEDEAO. Les autorités du Mali vont rejeter en bloc ce qui s'est passé. Ils vont même aussi, déjà, c'est déjà le cas, elles sont déjà en train de préparer aussi des sanctions de représailles. C'est-à-dire, sans doute les autorités du Mali réfléchissent déjà aux différents scénarios des sanctions. Si c'est des sanctions ciblées, quelles sont les personnes aussi qu'il faut cibler au niveau de la CEDEAO? Donc, ça serait sans surprise. Je ne serais pas surpris de voir des fonctionnaires de la CEDEAO aussi sanctionnés si des personnalités maliennes venaient à être sanctionnées. Ou à des sanctions économiques, le Mali va répondre par des sanctions économiques aussi. Nous sommes dans cet effet, nous sommes dans ça parce que le Premier ministre par intérim, le colonel Ablaye Maïga l'avait dit à l'ONU que dorénavant le Mali répondra à toutes les sanctions.
C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez jeter un mot, le Mali va répondre. Si vous tirez une balle, le Mali va faire la même chose. Donc, sans surprise, les autorités du Mali sont en train de préparer un communiqué et bien sûr, et même en train d'anticiper aussi sur des sanctions comme des mesures de représailles. Merci. Cette analyse est très profonde d'ailleurs, hein, qui nous permet, pourquoi pas, de faire un tour du côté du Standard avec nos appelants sur tous les canaux possibles. Vous le voyez, il y a les différents numéros qui sont au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous appeler en direct ou sur Skype for You TV ou encore sur WhatsApp. Alors, il y avait 2 appelants tout à l'heure, on y retournera. Voilà, il est là, il y en a un, me signale-t-on, qui est prêt et qui insiste d'ailleurs. Allô, bonsoir, votre nom et d'où vous nous appelez? Bonsoir, M. Bachir, c'est M. Sidi depuis le Bénin. Ah, notre ami Sidi du Bénin. Oui, M. Bachir. Oui, vous avez la parole, cher ami. Je vous dis d'abord, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je salue mes amis au Kossisi, Boubard Mikolo, sans oublier mon général très très fort. M. Bachir, la dame, vraiment, c'est avec une grande satisfaction que j'ai appris que l'Afrique va se libérer. Il y a un vieux, on parlait de l'autre côté de Parancou, on m'avait dit que ce sont eux qui vont nous donner les moyens pour nous libérer. Moi, je suis en train de me rendre compte, à petits coups, qu'ils sont en train de se crucifier. Je vais aller en profondeur. Écoutez, voici, nous, les peuples africains, nous n'attaquons pas les gens, nous ne faisons que riposter. Maintenant, étant donné que nous sommes avec la mesure de la réciprocité du moins, nous, en Afrique, c'est très simple. Mais attendez, ce sont eux qui se trouvent un peu partout avec leurs intérêts chez nous en Afrique. Mais ils n'ont qu'à toujours le Mali. Ils verront ce que fera le Bénin, ce que fera Kora, ce que fera le Niger et ce que fera les autres. Parce qu'ils ne demandaient pas pardon. On a essayé de pardonner. Si vous avez le numéro du clown là, comment il se fait appeler là, Ambalo, demandez-lui pardon de lancer une petite bombe. Une seule gâchette sur le Mali et l'Afrique de l'Ouest, le problème de France CFA, le problème de... Tout ce que nous voulons finir avec là, c'est terminé. Mais moi, je suis très très content et je prie Dieu, effectivement, moi c'est le silence des Maliens même que je veux. Je ne veux même pas qu'ils réagissent pour que l'Afrique de l'Ouest ait peur, non. Qu'ils se taisent et qu'ils attendent. En tout cas, le Mali est à seul. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Le peuple africain est tellement débile que quand on va toucher un cheveu d'un Malien, ils ont touché un Brunois. Ils ont touché un Congolais. Vous pensez que le Nigeria qui est à côté de nous, facile à être manipulé? Non. Ils ne savent pas que nous tous, nous sommes en communication. Ce que je vous demande, ne leur demandez pas pardon. Ils verront que le panafricanisme, ce n'est pas un jeu, et que le panafricanisme, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire mondiale. Donc, qui nous appelait du Bénin. Merci à vous, cher ami Sidi. Sidi qui dit, lui, il ne s'inquiète même pas du fait que les autorités maliennes n'aient pas communiqué. Bien au contraire, ça devrait inquiéter ceux d'en face de Jonathan Batengene. C'est ce que nous dit Sidi dans son appel. Alors, on reste au téléphone ou on revient vers Joe? Alors, Jonathan, oui. Que peut la CEDEAO? Est-ce qu'elle a des mesures contraignantes pouvant amener les autorités de Bamako à fléchir un tout petit peu? Parce que la CEDEAO est aux abois. Nous avons dit, il y a cela peut-être, il y a cela 6 mois, 3 mois, nous avons dit déjà que la CEDEAO a montré son inefficacité, son inopérationnalité, son incapacité à gérer des crises cruciales. La CEDEAO a perdu sa raison d'être. Et cette CEDEAO est essentiellement la CEDEAO des élites. Des gens qui ont été cooptés, comme Bazoum, Ouattara, Akufo-Addo, Embalo, tous ces gens-là. Ils ont montré leur inefficacité.
Akufo-Addo, pendant qu'on en parle, il est sous le coup de manifestations populaires qui durent déjà plus de 3 mois. Vous comprenez que cet homme-là lui-même, il est sur le point de départ. Des gens aussi illégitimes vont se lever pour aller menacer un voisin qui est la fierté de tout un continent. Il faut beaucoup de courage pour ça, il faut beaucoup de courage. On peut comprendre les éléments de sanction, la tentative de sélectivité dans le type de sanction par le Mali, comme disait mon frère, et je le salue, mon frère Issa Diawara. Lui, non, on peut comprendre tout ça, mais c'est un coup de sagaie dans le vent. Coup de sagaie dans le vent, c'est à l'image de l'embargo de février. C'est-à-dire le Mali va davantage se porter mieux. Les 46 mercenaires ne seront pas relâchés. Les Français ne seront... Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça de manière péremptoire, comme ça, avec tant d'assurance, très cher Batenguine, les Maliens ne vont pas s'exécuter, c'est ce que vous nous dites? Bachir, ce qui a de bien avec le président Assimi Goïta, c'est que c'est un homme du silence. Vous vous souvenez, le Cameroun a vécu une situation presque similaire. On avait un fonctionnaire français ici qui a travaillé dans l'administration camerounaise, Thierry Atangana. Bon, ne soyez pas surpris par le nom. Ça donne bien un nom camerounais, mais c'est un Français de nationalité. Alors, ce dernier arrive et il se mouille dans les affaires de corruption. Et on l'arrête. Il est en prison. Les présidents successifs de la France font de lui la condition pour les relations avec le Cameroun. Oui. Mes frères africains, tenez-vous tranquille, écoutez le nombre d'années qu'il a passé. 15 ans. Il a fait 15 ans de prison, un Français. 15 ans de prison en Kondenga Yaoundé. C'est un bel exemple. Ces mercenaires français, ils doivent savoir qu'il y a des limites partout, et surtout en Afrique. En Afrique où leur pays devrait commander pour avoir un peu de notre gratitude. Ah, si ça nous intéresse. Mais pendant cette période où ils sont arrogants, ils volent nos richesses, ils viennent encore pour tuer nos chefs d'État. Non, non, non. Ils doivent rester en prison. Donc le Mali va, sur la base de ces éléments, nous sommes convaincus que les autorités maliennes ne vont pas laisser partir ces 46 mercenaires. Ils vont rester en prison. Et la sous-région qui a fait un communiqué, nous espérons qu'ils ne seront pas comme la jeune française qui nous avait annoncé qu'elle partirait immédiatement que les instructeurs russes arrivaient. Il faut qu'eux y tiennent parole. Parce que vous avez suivi, au Bénin, ils sont déjà impatients, eux, de revoir leur mode de gouvernance, ou bien de revoir leur cadre de gouvernance. Si M. Talon venait à mouiller dans ça, vous voyez que le peuple béninois n'hésiterait pas, lui, à prendre ses responsabilités. D'accord, je reviens à vous. C'est pareil au Togo. Oui, je reviens à vous. J'ai mis Zafel en attente depuis plusieurs minutes. Allons lui donner la parole. Et pendant ce temps aussi, il y a notre ami Abou d'Angleterre qui essaye de nous joindre par d'autres canaux. J'espère que ça va se faire de l'autre côté. Zafel, bonsoir. De For You TV. Moi, comment dirais-je, j'ai toujours dit, hein, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce sont les Maliens mais qui ont trop retardé ce genre de trucs. C'est pourquoi les gens de la CEDEAO, les gens de la CEDEAO, ce sont des plaisanteurs, parce que voici une organisation, quand un pays est en difficulté, ils n'ont jamais envoyé pour aider ce pays-là. Aujourd'hui, quand il y a un problème maintenant, quand les Français les envoient pour dissimuler les choses, comment dire, un peuple, ils sont prêts à venir. Ils pensent que ce qu'ils ont fait, comment dirais-je, en Gambie, pour mettre l'autre au pouvoir, ils pensent que c'est la même chose. Non. Qu'est-ce qui se trompe maintenant? Parce que les choses ont changé depuis longtemps. Mais s'ils n'ont pas compris ça jusqu'à aujourd'hui, mais on leur dit que les choses ont changé. Qu'ils arrêtent de jouer la comédie avec les Africains. On est fatigué d'eux. L'histoire de CEDEAO et camoufler dans sous les ailes des Français pour venir nous embêter, nous mettre en retard. Ça doit s'arrêter maintenant. Parce que, moi je parle à mes frères maliens là.
ces 46 personnes-là, qui veulent que la justice maintenant les interroge en public pour savoir pourquoi ils sont venus au pays, qui les a envoyés au Mali. Comme ça, on va savoir, comme ça, ils vont arrêter, parce que quand ils vont là-bas et puis ils parlent à huis clos, on n'entend rien. Mais quand les choses, ceux qu'on a arrêtés là, ils vont dire, ceux qui les ont envoyés là, ils vont se taire. Parce que quand moi je vois aujourd'hui des choses, comment dire, nos frères, qui sont en train de se gonfler à Abidjan là-bas, pour dire que les Maliens, ils font le petit malin. Mais attends, le monsieur qui est là, quand vous dites que Alassane, quand le colonel Goïta, il a fait un coup d'État, et ce Alassane qui est en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'État contre la constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes de vrais journalistes, vous devez vous mettre en position pour dénoncer ces choses-là pour que ça s'arrête dans choses en Afrique. Mais quand vous cachez derrière ces choses et puis vous accusez le monsieur qui est venu mettre de l'ordre dans son pays pour chasser comme les Français qui les dominent depuis des siècles, attendez là. Moi, j'ai dit, mes frères maliens, ceux-là, vous devez les mettre devant tout le monde et les interroger ces gars-là pour dire qui les a envoyés. Mais si ne dit pas la vérité là, l'histoire, je sais que moi, je sais déjà que le Mali est déjà prêt pour cette guerre-là. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de tourner, mais ils connaissent, quand tu as ton grand frère qui est là, il te met devant, et puis lui il est derrière là. On ne peut pas te toucher comme ça. Parce que quand il passe là, sur ta tête et puis voir celui qui est derrière là, il ne peut pas te toucher. Comment dirais aujourd'hui, comment la Russie est là, quand ils vont s'amuser là, c'est pour décimer les Français. Ceux qui ont venu là-bas, c'est pour envoyer, ce seront des chairs de canons devant le feu de la Russie. Ils ont fait les démonstrations à Centrafrique. Pourquoi les Français sont quittés là-bas? Donc, arrêtez. Moi, je n'ai même pas peur, mais tout simplement pour descendre le caleçon de la CEDEAO là. Mettez les mercenaires qui sont venus tuer, décimer les citoyens maliens là, de les interroger en public, devant tout le monde. Tout le monde va attendre ce qui les a envoyés là. Comme ça, on plus s'amuser à dire sortir, rentrer là. Alors, Bachi, je te dis d'abord, bonne arrivée à ton fils qui est arrivé. Et puis, je dis bien des choses à ta femme, je pense qu'elle est en bonne santé avec le bébé. Et je dis bien des choses à tout le monde. Et puis, bon, on se maintient. Merci. Merci très cher Zerfel pour toute cette attention. On reste au téléphone avec Gallo Seli. Ce sont les appels Skype de ce côté-là. Gallo Seli qui relancera l'appel certainement dans quelques secondes. À la régie, essayez de voir. Il y en a qui m'écrivent me disant qu'ils n'arrivent pas à nous joindre sur WhatsApp. On va voir de ce côté-là. Allons-y d'abord avec Gallo Seli. Gallo Seli, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ladan, bonsoir à votre invité. Merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media. Monsieur Ladan, cette situation traduit le manque de leadership des chefs d'État africains. Il y a d'abord ce rendez-vous manqué que nous avons eu en Centrafrique. Parce que si Touadéra avait appliqué les mêmes principes, on aurait au moins 100 soldats français dans les prisons de Centrafrique. S'il avait aussi porté plainte comme le Mali, ça aurait une résonance internationale et le Mali ne se sentira pas tout seul. Donc, si ces gens-là veulent vraiment, la CEDEAO veut résoudre ce problème, ils n'avaient qu'à soutenir la plainte du Mali à l'ONU. Ça aurait facilité énormément les choses. Sinon, allons droit au but. Cet ultimatum, monsieur Ladan, c'est une déclaration de la guerre de la France au Mali. Parce que la CEDEAO, ils n'ont pas les moyens de faire la guerre contre le Mali. Ils sont menacés par le terrorisme depuis plus de 10 ans. Ils ont fait quoi? Donc, la France leur dit, allez mes enfants, allez faire la propagande. Dès que l'ultimatum sera accepté, c'est moi qui viendrai faire la guerre au Mali. Mais elle le sait. Si elle le fait, le Mali va devenir le bien fou de la France en Afrique. Donc, qui n'ont qu'à prendre les risques. Mais allons plus loin. Nous n'avons rien contre les ultimatums, monsieur Ladan, mais nous préférons que quand nos frères se réunissent, qu'ils sortent des ultimatums contre les vraies menaces
du pays. La CEDEAO, qu'est-ce qu'elle a lancé comme menace contre la France quand la France a bloqué la sortie de l'ECO? Ils n'ont rien fait. Quand il a fallu chasser l'armée française de tout le Sahel, qu'est-ce que le CEDEAO fait? Ils n'ont rien fait. Donc vous comprenez que ce n'est pas, nous ne sommes pas contre les gens qui se réunissent. D'ailleurs, nous préférons les gesticulations de la CEDEAO qui montrent au peuple ce qu'ils sont effectivement. Nous préférons vraiment toutes ces gesticulations de la CEDEAO à la situation quasi, je ne sais pas comment dire, momifiée de la CEMAC, où rien ne se passe. En zone CEDEAO, les peuples sont debout parce qu'ils voient comment ces dirigeants-là agissent mal. Donc ça permet au peuple de se mettre debout. Ici, en zone CEMAC, c'est le silence absolu. La population ne sait même pas ce qui se passe. Donc, finalement, revenons vraiment à ce sommet. Qu'est-ce qu'on a vu à ce sommet? Il y a eu 3 bonnes décisions, hein, monsieur, là-dedans. La première, qui est cet ultimatum-là. Mais il y a la deuxième, qui est la force, cette force que la France voulait mettre en place contre les coups d'État. Vous vous rappelez de cette force-là? Donc, c'est toujours la France qui est encore, c'est l'agenda de la France qui est encore mis devant par la CEDEAO. Troisième décision, monsieur, là-dedans, on nous dit que les Chinois vont venir reconstruire le siège de la CEDEAO au Nigeria. Pourquoi nos dirigeants nous humilient comme ça? Nous avons des ingénieurs, nous avons des grands, comment on les appelle là, les gens qui dessinent les maisons là et tout, les architectes. Nous avons des super en Afrique. Et un grand pays comme le Nigeria va faire appel à la Chine pour venir construire le siège de la CEDEAO. Pourquoi ces gens nous humilient comme ça? Ce n'est pas possible. Bon, je vais terminer par une note d'humour, parce que pendant que nous parlons là, monsieur, là-dedans, il y a un drame qui se prépare au Niger. Parce que le Niger est classé par l'ONU comme le pays le plus pauvre d'Afrique. Et nous apprenons que les soldats français qui sont chassés partout sont allés se réfugier au Niger. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On veut que les soldats français aillent mourir là-bas? C'est le pays le plus pauvre. Et bizarrement, c'est là où vont se réfugier tous les soldats français. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette malédiction? Voilà, c'est cette note que je souhaitais terminer. Bonne soirée à vous. Cher Ngalo Seli, merci pour la contribution et la fidélité à nos émissions. Okosisi Baba Nicolo est enfin là. Donnons-lui la parole, Okosisi. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la CEDEAO a pris position dans cette affaire qui semblait pourtant opposer 2 États? C'est une affaire bilatérale qui pouvait se régler, je ne sais pas, à travers une certaine diplomatie entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Okosisi, bien le bonsoir, vous avez la parole. Je tenais à m'excuser auprès du média, c'est une de combat, auprès de son animateur Eric Maché. Je tiens à saluer mes prédécesseurs qui sont déjà sur le plateau, c'est-à-dire le général Diawara et aussi l'autorité de la femme Batigene, mon frère. Alors, là, vous avez fait une émission qui est très importante. Pourquoi? Parce que, à part la plus difficile de la guerre, c'est la communication. Aujourd'hui, vous êtes imposé et vous apprenez à l'Afrique à résister. Résister avec le verbe, avec les mots. Résister avec l'intelligence. Aujourd'hui, la position du Nigeria n'est pas une impression. La position de la CEDEAO n'est pas une impression. Rappelez-vous comment est-ce que le folklore du réunion de l'ONU est arrivé dans cette histoire de mercenaires au Mali. L'ONU qui, à le premier moment, avait clairement donné une position claire de ne pas reconnaître et de ne pas avoir ses contingents dans son groupe. De façon abracadabresse, fait un revirement de situation et nous avons suivi la danse des traîtres à l'Afrique. Bazoum qui est sorti pour dire la même chose, Ambalo qui est sorti pour dire la même chose, Ouattara qui avant la sortie de Guterres appelait déjà le Nigeria et certains pays à venir aux côtés de ce problème. Donc chez nous en Afrique on dit, lorsqu'un aveugle veut te lapider, c'est qu'il a son pied sur un caillou. L'échec de déstabiliser le pouvoir du Mali en faisant rentrer des mercenaires est arrivé à sa phase 2. Et je suis très content qu'enfin, ce silence, ce calme-là, puisse être bruyant. Bruyant du fait que la France qui est partie éhontée, chassée, les États-Unis et l'OTAN qui depuis donnent des ultimatums et comme on dit en français ivoirien, garant les Africains, a fini par décider d'utiliser son poulet qui est le Nigeria. Il faut dire que le Nigeria est le pays qui donne plus de soldats dans les Comores. Les Comores est maîtrisé, géré à 70% par le Nigeria. Le président du Nigeria, Mamadou Buhari, qui jusqu'aujourd'hui, à ma grande surprise,
de le voir jouer à ce jeu, est très ami et très prêt au peuple malien. Parce qu'il est Aoussa. Et les Aoussa, ça rentre un peu aussi au Mali. Donc, en plus de ça, il est musulman. Le Mali, quand bien étant un pays laïque, est aussi en majorité musulmane. Donc, déjà dans la religion et dans la spiritualité, dans la fraternité, Mamadou Bouhari n'a pas intérêt à déstabiliser un pays frère tel que le Mali, puisqu'il partage les mêmes peuples. Maintenant, venons dans la géopolitique. La géopolitique de aujourd'hui est simplement parce qu'on va présenter un alibi. Les Kadhafi militaires qu'on dit il faut libérer un ultimatum n'est qu'un alibi parce que sur ce point, ils ont échoué. Et le problème est judiciaire. Le Mali avait sa position claire de dire qu'il ne faut pas que la CEDEAO instrumentalise la CEDEAO la sous-région parce que c'est un problème bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais ça, il est clair. Le Mali est membre de la CEDEAO. Donc, à aucun moment, un pays ou un groupe de pays ne peut pas décider d'attaquer un pays qui est souverain. Le Mali est déjà uni. Et d'ailleurs, la CEDEAO, quels ont été les rapports de l'ECOMOG dans la sous-région depuis longtemps? Et comment à Sierra Leone, comment est-ce que ça s'est terminé? Échec. Et comment, officieusement, au Libéria, pour permettre à Charles Taylor et à Frank Johnson de prendre Samuel Doe de le décapiter? Et comment qu'il rentre en Gambie alors qu'il y a Jammeh était déjà sorti pour, disons, remettre le pouvoir à Barrow? Vous comprenez donc? Le comment a passé d'échec en échec. Et le comment est rentré dans tous ces pays parce qu'il y avait des ouvertures, il y avait des fractures. Est-ce que le Mali est fracturé? Non. Vraisemblablement, le peuple malien est jusqu'à présent uni. Le peuple malien tient sa souveraineté totale. Le peuple malien est responsable de son espace aérien et de ses frontières. Vous voyez aujourd'hui des chars traverser une maison malienne pour aller vers une autre maison sans que le peuple malien ne réagisse. Vous voyez des avions traverser le Mali comme ça s'est fait en Ukraine et en Russie sans que le peuple malien ne réagisse. Non. En plus de ça, le peuple malien a pris le soin d'unifier son peuple et de leur expliquer le vrai combat. Le peuple malien a pris le soin d'avoir des partenaires militaires comme la Russie qui aujourd'hui est en train de dépiloter l'OTAN totalement. La Russie se trouve en Europe, à côté de la France, de l'Angleterre. Ils n'ont pas pu défaire Poutine, ils n'ont pas pu arrêter Poutine. Et ils veulent déporter un problème en Afrique sous prétexte que la CEDEAO serait une force de la sous-région et qu'elle imposerait un certain dictat au Mali. Non. En fait, le plan B, c'est l'échec total. Il y a des mois en arrière, un bateau tonnerre est arrivé, un grand navire important français est arrivé au large de la ville et vient de la Côte d'Ivoire. Des jours après, ces soldats ont disparu. Et nous les avons vus se diriger vers le nord. Ils sont allés prendre position. Ils ont le Bazoum, le Niger qui est à côté, avec lesquels ils sont très amis. Ils ont le Libéria, ils ont formé les 40, les 50 mercenaires dont un a disparu. Et avec ces groupes-là, ils veulent prendre en sandwich le Mali. Mais le problème, est-ce qu'au XXIe siècle, c'est possible qu'une force puisse survoler un espace tenu de façon souveraine? Est-ce qu'au XXIe siècle, c'est possible que des étrangers puissent conduire des armées, traverser des frontières? C'est très, très difficile. Aujourd'hui, c'est du pipeau, c'est de la poudre de pelle et pépin, c'est juste une manière de se réaffirmer pour dire non pas oublier le cas Mali, mais il faut dire que aller jusqu'à là, c'est très difficile parce que la Russie l'a dit clairement haut et fort. On est partenaire au Mali. Tout pays qui attaquerait le Mali nous verra sur sa route. La Russie a prouvé son amitié au Mali devant tout le monde. Et le Mali a fait une opération de communication à l'ONU devant le monde entier pour expliquer comment aujourd'hui elle avait des preuves de la déstabilisation de son pays par le Mali. Et le Mali s'est pas arrêté là. En quittant le G5, en chassant Barkhane et Takuba, en laissant les alliés de la France partir, ils ont pris le soin de partir aujourd'hui. Ils veulent passer à la phase B, c'est-à-dire créer la peur, créer la psychose dans le peuple malien. Mais pour moi, le Nigeria, c'est surprenant. C'est Goodluck Jonathan qui était plutôt un ami de la France. Mais Bouhari, il est un très ami d'Obama et par ricochet Joe Biden. Est-ce que c'est en fonction de la géopolitique, le combat de la Russie, qu'il présente ça comme alibi? Est-ce qu'aujourd'hui, le Nigeria est le débat des États-Unis qui est très très actif dans l'OTAN et qui est le patron de l'Union européenne, laquelle l'Union européenne est la patronne de l'Union africaine, et laquelle l'Union africaine est dans la boyerie avec la CEDEAO et avec les Ouattara et Gampa. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est pour protéger des pouvoirs. Ça sera l'analyse pour sortir. Protéger le pouvoir de Ouattara, qui, vraisemblablement, est sur un fil. Protéger le pouvoir de Bazoum, qui est sur un fil. Protéger le pouvoir de Ambalo, qui aujourd'hui est sur un fil. C'est pour protéger et prévenir le changement de la constitution que prépare Macky Sall qui vient au Mali. Parce que s'ils n'ont pas mis la main sur le Mali, s'ils n'ont pas pu maîtriser le Mali, c'est pas évident
que les prochains jours, Ouattara puisse tenir là où il est. C'est pas évident que Bazoum tienne là où il est. C'est pas évident que Macky Sall arrive à faire la position. Et c'est pas évident que aussi leur vol d'aujourd'hui, le président de la CEDEAO, monsieur, comment il s'appelle déjà, Ambalo, puisse tenir leur mission. Et d'ailleurs, c'est devant vous que Ambalo est allé tenir tête à la France à côté de Poutine et à côté de Macron. Donc tout ça, c'est des gars qui doivent montrer à la France pour donner leur loyauté, malheureusement, avec le Mali qui est aujourd'hui notre arme de combat, avec le Mali qui est uni. Tant que le Mali reste uni, ceci ne sera que la poudre de l'esprit parce que le peuple malien est engagé à se battre pour sa souveraineté, comme elle a déjà fait avec ses ancêtres, c'est-à-dire l'État et Chimamanda. On va essayer de donner la parole à notre ami Abou d'Angleterre en espérant que ça se passe bien du côté de Londres. Abou, bonsoir. Bonsoir mon très cher frère Bachir Ladan. C'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je vous salue avec beaucoup de déférence et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue vos invités de marque, Badekene, le brillantisme, et tous les deux combattants intrépides, Baba Nicolo et Issa Diawara du Mali. Et je salue les techniciens et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, en ce qui concerne la problématique de ce soir, vous savez, nous, Africains, nous demandons maintenant, cette CEDEAO-là nous veut quoi vers la fin? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut prouver à l'humanité? Quand il s'agit de l'intérêt de l'Afrique, ou quand il s'agit d'un pays africain qui essaie de prendre sa souveraineté, la CEDEAO ne fait rien pour l'aider, mais systématiquement elle combat ce pays-là. Alors qu'elle est soi-disant une organisation africaine. Mais diantre, quelle est cette organisation africaine-là qui n'a que pour but de combattre l'intérêt de l'Afrique? Mais tout ce qui est intérêt de la France, elle adoube cela. C'est dit quoi? Cette CEDEAO est un marché, comme eux-mêmes les Français qui nous accueillent là, avaient dit que l'ONU était un marché. Cette CEDEAO, elle n'a plus raison d'être. Et nous nous rappelons en tant qu'Ivoiriens que Alassane Dramane Ouattara, lui, qui est un pays de l'Afrique, n'a jamais reconnu les décisions de l'Union africaine. Mais tiens, pourquoi on reconnaîtrait les décisions d'une CEDEAO où lui, il est convaincu que lui, il se fait la part belle là-bas, c'est lui qui dirige tout les pétnos de la CEDEAO, les présidents pétnos de la CEDEAO. Donc, comme cette CEDEAO-là, à sa guise, à sa gouverne, que nous, Africains, nous, on va tout comme respecter les décisions de la CEDEAO. Nous disons que les décisions de la CEDEAO, il y a longtemps que nous ne reconnaissons pas la CEDEAO comme une organisation africaine, parce qu'elle se trouve compétente seulement sous injonction de la France. Elle ne fait rien quand les Africains meurent dans la mer pour traverser l'océan pour rejoindre l'Europe. Elle ne fait rien quand on parle du franc CFA. Elle ne fait rien quand on parle des soit djihadistes, des soit terroristes qui tuent les Africains. Depuis qu'ils ont tué les Africains au Mali, la CEDEAO, c'est jamais mieux. Mais quand il s'agit seulement de condamner tout pays qui essaie d'être souverain de la France, c'est là qu'elle est compétente. C'est dire quoi? Qu'elle n'est pas elle n'est pas au travail pour les Africains, elle est qu'un instrument dans la main de l'impérialisme français. Donc nous la vomissons, nous la rejetons, nous disons que toutes ces décisions sont nulles et non avenues. Et nous maintenant demandons à une nouvelle CEDEAO qui va comporter tous ces pays-là qui se sont affranchis de la France, c'est-à-dire que le Mali, la Guinée, le Burkina. Donc nous faisons une nouvelle CEDEAO, on parle de la CEDEAO des peuples, de tous les peuples résistants. Cette CEDEAO-là aussi politique, qui va commencer par ces 3 pays qui sont en train de s'affranchir de la France. Et maintenant, quand les autres pays vont enlever les marionnettes de la France, les obliges de la France, ils vont rallier cette nouvelle CEDEAO-là. Mais cette CEDEAO, en temps présent, elle est nulle et non avenue, et nous la vomissons. Nous disons que le Mali ne va pas suivre cette décision. Au contraire, le Mali doit dire maintenant clairement qu'elle ne fait plus partie de cette CEDEAO-là et prendre résolument le chemin d'une nouvelle monnaie et déclarer maintenant toute sa coopération totale avec la Russie.
Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Frola. Bye bye. Merci à vous également, très cher Abou, depuis l'Angleterre, pour cette brillante contribution qui nous permettra, pourquoi pas, de faire un dernier tour de table que je commencerai par notre ami Issa Diawara. Issa Diawara, la CEDEAO a donc annoncé la mise en place dans les prochains jours, prochains mois, de cette force d'intervention qui permettra de lutter certainement contre le terrorisme et rétablir l'ordre constitutionnel. Vous y croyez? Issa Diawara, vous m'écoutez? D'accord. Alors, donnons donc la parole à Okosisi Baba Nicolo sur cette question. Naturellement, Okosisi, la force régionale pour lutter contre le terrorisme et pour rétablir l'ordre constitutionnel, c'est un projet de la CEDEAO. Pensez-vous que cela va aboutir? Sera-t-elle efficace, cette force? Non, cher Bachir. D'abord, c'est une comédie de le dire. C'est une comédie de le dire parce que la CEDEAO s'était réunie pour parler d'éco il y a des années en arrière. Ils n'ont pas été capables de sortir cette monnaie qui venait de notre pays. Ensuite, le Mali, avant d'appeler l'ONU et tous les autres avec son problème de terrorisme, la CEDEAO n'a pas eu la présence d'esprit de venir aider le Mali. Le Boko Haram qui existe au Nigeria, la CEDEAO, naturellement, a son siège au Nigeria. Si la CEDEAO avait les moyens de créer une armée pour commencer à lutter contre le terrorisme, ça devait commencer par le Nigeria. On dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, très regretté Idriss Déby, il était celui-là même qui aidait des frontières du Cameroun à lutter contre le Boko Haram. Où est-ce que la CEDEAO était pendant tout ce temps? Vous voyez. Alors pour moi, il faut comprendre les choses. Lorsque Ouattara avait commencé à faire passer la victime sur le bourreau, jusqu'à ce que Ambalo parle comme s'il avait improvisé en face de Macron d'une force anti-putsch, j'avais déjà compris que ils étaient en train de voir des moyens pour maintenir, protéger leur pouvoir et asseoir le régime du Mali. Et mieux, tout récemment, leur négociation de frontières, protection de frontières tripartites d'Accra, où je sais pas comment le Burkina Faso était présent, posait déjà les jalons de ce discours-là, ce discours de plan B. Et le plan A, qui était, comme je l'ai dit tantôt, de déstabiliser le Mali, n'a pas marché. Avec la honte, avec la colère, il faut maintenant aller déstabiliser le Mali. En faisant comme la Libye, la libération de Messi. Vous pensez que pour aller libérer des gens en otage, on va faire la guerre? De vous à moi, cher Bachir, nous avons l'habitude de regarder les films hollywoodiens. Je vais prendre un exemple comme Pierre de Cristal, où des gens sont rentrés dans un bâtiment, ont pris le bâtiment en otage. La paix principale s'appelait Bruce Willis. Mais toute l'armada de police qui est arrivée a été obligée de négocier. Je prends encore l'exemple d'un film qui passe sur Netflix, excusez-moi de l'activité, qu'on appelait Casa de Papel. Mais le monde entier, Espagne est venu négocier avec les preneurs d'otages dans la banque. Donc, je le dis simplement pour expliquer la paix que, est-ce que pour libérer des otages, on va attaquer ceux qui les ont pris en otage? Si tel est que le Mali est un État voyou, un État brigand, le Mali est un État kidnappeur et preneur d'otages, est-ce que ceux qui sont supposés être les forces de sauvetage qui viennent de l'Écomore viendraient attaquer le Mali pour libérer les otages? Ce n'est qu'un alibi. Ce n'est que du faux parce qu'ils savent que sur ce plan-là, ils ont échoué. Le Mali a fait une belle offensive diplomatique, communicationnelle et une belle offensive de souveraineté. Aujourd'hui, ils cherchent voies et moyens pour attaquer le Mali. Mais est-ce que, en passant de libérer des otages, en attaquant celui qui a pris des otages, c'est-à-dire des mercenaires, on change le nom carrément, on ne dit plus mercenaires, on dit des otages. On ne parle plus de négociations, on parle de libération. Est-ce que c'est possible pour un pays qui est entièrement responsable de ses frontières, un pays qui est entièrement responsable de ses frontières aériennes et terrestres, un pays qui a un partenaire qui aujourd'hui déjà fait la guerre à ces mêmes gens-là qui sont supposés être les financiers de la CEDEAO, parce que la CEDEAO est financée par l'Union européenne et par Macron et ses billes. Donc, si la main qui demande est la main qui est en dessous, la main qui donne est celle qui ordonne, il faut dire simplement que ce n'est qu'un alibi des transmis. C'est pour cacher la honte, c'est pour montrer l'échec. C'est de permettre à deux pieds deux coups. Protéger les pouvoirs technocrates de Ouattara en Côte d'Ivoire qui va tomber bientôt, le pouvoir de Bazoum qui va tomber bientôt, le pouvoir de Ambalo qui va tomber bientôt, et tous les autres pouvoirs. Donc, il faut la cacophonie
ils font du making pop, ils font du Vuvuzela, ils font du, comment on appelle les joueurs, des Nzata, pour aller, c'est juste de la comédie, ils ne pourront rien faire. Qu'est-ce qu'ils feront? Donc, pose la question. Si la date du classe, ils ont donné le Mali de réagissant, qu'est-ce qu'ils feront? Ils attaqueront le Mali? Comment? Par la terre, par l'air, le Mali s'est équipé. Ils iront tuer les Maliens qui n'ont rien à voir dedans, qui sont tués à défendre leur territoire. La CEDEAO des peuples et la CEDEAO des nations serait dans ce rôle-là d'aller déstabiliser un pays souverain. Est-ce que la CEDEAO a les prérogatives, a les qualités de le faire? Est-ce que les textes de la CEDEAO le disent? Ils sont allés en Gambie avec les Djamé, sous peut-être qu'ils étaient allés installer un pouvoir démocrate. Ils sont allés au Libéria, sous peut-être qu'ils voulaient négocier avec Samuel Doe. Ils sont allés à Sierra Leone et c'était des échecs partout. Même dans la guerre de la Côte d'Ivoire, les Comores est arrivé officieusement. Ils sont rentrés par le nord pour détruire le président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Donc aujourd'hui, est-ce que cette force antiterroriste pourra se faire? Non. Parce que la force n'est pas faite pour aller attaquer les terroristes, n'est pas faite pour chasser les terroristes. Si cette force était faite pour chasser les terroristes, ils auraient commencé d'abord par le Nigeria qui souffre de Boko Haram. Ils auraient commencé d'abord par le Niger qui souffre de ces terroristes. Ils auraient aujourd'hui, quand j'étais ami avec Damiba, ils auraient commencé à aider Damiba à chasser les terroristes. S'ils pouvaient créer cette force, ils auraient commencé à aider ATT, ils auraient commencé à aider IBK, ils auraient commencé à aider Rochma Kabore à chasser les terroristes. S'ils étaient aussi puissants, quand parlons de Côte d'Ivoire ne serait pas attaqué par les terroristes. Donc, c'est de la poudre de faire les pépins. Aujourd'hui, leur option, c'est de faire peur au peuple malien. Leur option, c'est de diviser le peuple malien, c'est de créer la psychose. Le Mali est un peuple qui est digne aujourd'hui. Le Mali est uni. Le Mali a les moyens de sa politique et le Mali n'est pas surpris. Moi, je suis très heureux que ça arrive maintenant parce que ce calme-là, je m'inquiétais. Maintenant qu'ils ont sorti leur cul, on va, comment dirais-je, les niquer. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qui est. Je tiens à dire merci vraiment, Bachir, et je tiens encore une fois de plus à m'excuser pour mon retard et saluer mon frère Issa Diawara, le général sur qui je compte. Je sais que bientôt, il va appeler ses troupes à la vigilance, il va appeler les Maliens à l'unité, il va appeler les Maliens à regarder leurs frontières de qui sort parce qu'aujourd'hui, le bateau tonnerre qui a disparu des radars ivoiriens a amené son armée de mercenaires français mélangés de jeunes africains au bord des frontières qui pourraient être au Mali à tout moment, alors que chaque Malien soit le policier de son voisin, que chaque Malien soit uni et que les Maliens soient braves, parce que je pense que maintenant que la CEDEAO a dit officiellement qu'ils vont attaquer le Mali, où là, il faut au peuple malien. Merci Okosisi Baba Nicolo. Rassurez-vous, on sait que vous êtes très fidèle à nos émissions et donc personne ne vous en veut. Pourtant, on va donc donner 1 minute à Issa Diawara. C'est le temps qu'il nous reste pour rendre l'antenne. Issa Diawara, justement, quel message adresser à tous ces Maliens qui nous suivent de plus en plus sur les antennes de Foyo Média Africa? Merci beaucoup Bachir. Juste dire à mes concitoyens, aux Maliens, même ceux qui peut-être sont tentés par le côté du diable, c'est l'ère de l'unité. Il faut l'union sacrée. Vous savez, l'union fait la force, la désunion provoque la faiblesse. Donc c'est le pays tout entier qui est attaqué. Et ceux qui nous attaquent, les chars de combat ou bien une balle sifflante, ne sait pas distinguer un soutien de Goïta peut-être à un ennemi ou bien à celui à un valet de la France. Une balle, c'est une balle. Donc il s'agit d'un pays africain qui est attaqué. À nous de former un bloc. Et les frères africains, les Noirs qui nous attaquent, et je pense que chacun d'eux connaîtra sa fin sur terre. Chacun connaîtra sa fin. Maintenant, leur force là, ce n'est que pour 2 raisons. C'est pour protéger les régimes après les régimes de Ouattara, de sa chute, le régime de Bazoum et bien sûr à Mbalo Sissoko et garantir un 4e mandat à Macky Sall et à Ouattara. Et maintenant, deuxième raison, il n'y a que 2 raisons principales. C'est comment essayer de récupérer les pays qu'ils ont perdu, que la France a perdu. Notamment comment récupérer le Burkina, le Mali ou autres. Cette fameuse force n'a que ces 2 raisons principales. Et je ne vois pas une 3e raison. Je vous remercie pour l'invitation. Bachir, il est temps, il faut appeler le peuple africain à l'unité et à l'union sacrée. Et certains sont noirs, mais ils ne sont pas des nôtres. Et malheureusement, ce sont des blancs. Et ils ont un masque. Et donc, j'appelle tous les vrais peuples africains à former un bloc et bien sûr à se préparer pour la défense de notre nation africaine. Je vous remercie. Merci à vous également, Issa Diawara.
Merci à Okosisi Baba Nicolo et à notre consultant Jonathan Batengene qui nous a d'ailleurs permis aussi de conclure tout simplement l'émission parce qu'il estime que vous avez tout dit, messieurs. Bonne suite des programmes sur les antennes de For You Media Africa. Merci beaucoup.